Bonjour à tous, vous avez vu j'étais en vacances, c'est merveilleux les vacances, ça a duré 3 semaines, mais bon c'est déjà fini. Donc repassons aux choses sérieuses. Aujourd'hui donc c'est un épisode sur Molière. Donc j'ai lu un livre très sympathique, c'est L'autre Molière d'Ève de Castro, qui est basé sur la supposition un petit peu aérienne, hein. Je dirais que donc la plupart des pièces de Molière ont été écrites en fait par Corneille, mais bon c'est un peu un crime de lèse-majesté à mon avis, hein. Mais bon le livre lui-même est très bien écrit et ça évoque tout ce monde du théâtre de l'époque, que ce soit de Corneille ou de Molière, c'est très sympathique comme livre. Voilà, donc pour parler du roman historique, donc comme d'habitude, on va commencer par un livre d'histoire, hein, qui a été écrit par Alfred Simon. C'est Molière ou la vie de Jean-Baptiste Poquelin, parce que c'est son nom d'origine, hein, parce qu'il a adopté donc un nom de plume, Molière. Donc ça a été édité au Seuil en novembre 1995. Voilà, donc Alfred Simon, Molière. Voilà, donc on commence le premier épisode par la lecture de quelques passages de ce livre d'histoire qui est également très bien écrit. Voilà, donc on va lire d'abord la jaquette. Un livre à cheval sur la vie et le théâtre, sur le double paradoxe de l'homme essentiel et de l'homme acteur. Un destin dont le théâtre est la clé. Il ne s'agit peut-être pas seulement de théâtre sur les planches. Le char des comédiens parcourt les routes du temps, s'échoue sur le cul-de-sac. Sur ce cul-de-sac, la scène où meurt Molière, auteur aux prises avec ses personnages, acteur affronté à ses rôles, auteur-acteur possédé par ses doubles, un jeu de la vie et de la mort que Molière a joué jusqu'à la mort, qui fait de lui un vivant éternel, au tombant malarméen de ses livres au foyer vital de la scène. Alors, Alfred Simon a enseigné la philosophie et l'histoire du théâtre, critique dramatique de la revue Esprit. Il collabore également à l'Express et a longtemps participé à l'émission Le Masque et la Plume. Ses travaux sur Molière font autorité et cette biographie est un indispensable ouvrage de référence, qui est bien vrai. Alors, page 45, l'école des bouffons. Page 45. Quelques jours avant la naissance de Molière, un illustre trio de farceurs qui avait débuté des années plus tôt faisait son entrée à l'hôtel de Bourgogne, dont il éclipsa la troupe tragique pour longtemps. La légende s'obstine à voir en eux 3 garçons boulangers fous de l'ancienne farce gauloise dont ils décidèrent un jour d'enrayer le déclin. Henri le Grand, dit Turlupin, Hugues Guéru, dit Gauthier Gargouille, Robert Guérin, dit Gros Guillaume. Et parce que ces pitres jouaient aussi la tragédie, ils prirent d'autres sobriquets pour célébrer Thalie, Belleville, Fléchel et La Fleur. Curieusement, les vieux farceurs semblent avoir incarné le génie comique de la France mieux que les œuvres comiques elles-mêmes. Car le théâtre de ce temps-là est d'abord un théâtre d'acteurs. Les 11 années qui séparent leur entrée à l'hôtel de Bourgogne et la dislocation du trio provoquée par la mort de Guillaume Gargouille marquent l'apogée de la farce française traditionnelle. Pour 2 sols, 6 deniers, chaque jour après le repas de midi, les escoliers venaient se rigoler durant 1 heure aux facéties des 3 bouffons. Turlupin, valet rusé ou mari jaloux, dont le masque et le costume rappelaient ceux de Briguela, Gauthier Garguille, vieillard lubrique ou pédant ridicule, long comme un jour sans pain, vêtu de noir, disloqué comme une marionnette, dont la silhouette ressemblait à Pantalone. Gros Guillaume, enfin, rond comme une barrique, enfariné comme Pierrot, obscène et stupide à souhait, qui s'habillait en femme et servait de commère à Turlupin. L'agile Turlupin, bavard, intarissable, servait de lien entre un mastodonte immobile et muet, et un vieux croulant, tortillard et glapissant. Gros Guillaume, enraciné dans le terroir, les 2 autres marqués par les Italiens. Bon, donc c'est le comique de l'époque, le théâtre de l'époque, au moment de la naissance, hein, de notre ami Molière, Jean-Baptiste. Alors, page 51, la Commedia dell'arte.
Cependant, le succès immédiat de la Commedia dell'arte, avec son rythme endiablé et son comique gestueux, semble avoir fait jouer un déclic décisif et contribua au triomphe des farceurs de l'Hôtel de Bourgogne vers 1620. Au cœur du fameux trio s'est faite la synthèse indispensable à l'éclosion du génie Molière-Pascal. Entre le comique gaulois, médiéval, paysan, qui domine au Gros Guillaume Lamfariné, et le comique italien qui a le plus marqué les personnages de Turlupin, Brigalla et de Gauthier Gargouille Pantalone, le très précieux recueil Fossard, dont les 47 gravures en taille douce furent exécutées en France sous Henri III, montre que les comédiens français et italiens ont souvent travaillé ensemble. À 2 reprises, Vallerand le Comte signa des contrats avec une troupe italienne. On a vu qu'Antoine Girard avait repris le nom de son prédécesseur italien, Tabarino, et sa femme Franceschina était italienne. En 1600, la troupe des Gelozzi, subventionnée par Henri IV, avait passé un accord pour jouer en alternance à l'Hôtel de Bourgogne. En 1621, répondant à l'appel de Marie de Médicis, les Fedelli succèdent aux Gelozzi et restent 2 ans de suite, jouant avec succès sur des scénarii dont la foire s'inspira sur l'heure. Or, le Gros Guillaume, Turlupin, Gauthier Garguille, Bruscambille, Guillot Gorgeau, Jodelet et consorts ne furent pas de plats imitateurs. Longtemps éclipsés au regard des historiens par les acteurs italiens, on admet aujourd'hui que ceux-ci les considéraient comme leurs pairs. Une osmose s'est produite entre le jeu français et le jeu italien à partir d'un point commun qui pourrait bien être que les uns et les autres portent plus sur les Français et moins les Italiens la marque de l'héritage médiéval, où le badin annonce le lazzi, le zani, où le sot improvise déjà à la manière de l'arlequin. Voilà. Page 55, Corneille. L'année 1629 avait marqué un moment important dans l'histoire du théâtre français. Cette année-là, l'ancienne troupe de Valérin, le comte, dirigé à présent par Robert Guérin, alias Gros Guillaume, se fixa à l'Hôtel de Bourgogne, et une autre troupe venue de Rouen fit ses débuts dans un jeu de paume du Marais, avec la même comédie d'un jeune auteur rencontré dans la capitale normande. Mélite fut un franc succès qui fit de Corneille l'auteur attitré de la nouvelle troupe qu'animait désormais Guillaume des Gilbert, alias Mondori. Fidèle au nouveau quartier du Marais, la troupe de Mondori y déménagea 3 fois avant de s'installer pour toujours dans un jeu de paume de la rue Vieille du Temple. Pour la plus grande joie des amis du théâtre, Paris disposait désormais d'une seconde salle grande et belle où les 11 membres de la troupe, parmi lesquels Jodelet et son frère Lespi, créèrent les 5 premières comédies de Corneille. Elles formaient une série, chacune se passant dans un décor de Paris, différent chaque fois. Elles répondaient aussi, ainsi d'une manière originale, quoique un peu naïve, à des fonctions essentielles du théâtre, représenter le monde. Les mauvaises langues ne manquèrent pas d'insinuer que tous les quartiers de Paris allaient y passer, de la Samaritaine à la place aux Vaux. Au lieu de cela, Pierre Corneille, pour la première fois, mais non la dernière, remit tout en question au risque de déconcerter le public. On connaît le résultat. Dans les derniers jours de 1636, à moins que ce soit dans les premiers de 1637, Louis Cressé et son petit-fils allumèrent des lanternes avant de s'enfoncer dans la brume d'une fin d'après-midi hivernale. Des halos jaunâtres bouillonnaient autour des rares lumignons de rue. À présent, l'adolescent aidait à son tour le vieillard au passage difficile. Il fallut aux 2 promeneurs un bon quart d'heure de marche pour gagner la rue Vieille du Temple. Bientôt, ils distinguèrent le musicien qui battait tambour à l'entrée de la salle où se bousculaient des silhouettes incertaines. C'est ainsi sans doute que Jean-Baptiste Poquelin, notre Molière, ce qui Molière perçait peut-être,
eut comme tous les autres spectateurs les yeux de Rodrigue pour Chimène. L'âge des bouffons se termine, celui des héros commence. Jean-Baptiste s'est choisi héros avant de se choisir comédien. Sous peu, il choisira comédien pour jouer les héros. Il se choisira comédien pour jouer les héros. Donc il a d'abord été spectateur, notamment des pièces de Corneille. Voilà. Donc, page 87, Madeleine Béjart. En 1642, Jean-Baptiste Poquelin vient d'avoir 20 ans. D'avril à juillet cette année-là, Louis XIII, Richelieu et la cour se rendirent à Narbonne et entreprirent de remettre en ordre une région gravement perturbée par les intrigues de Gaston d'Orléans. Ce séjour fut marqué par un des coups de théâtre à sensation de notre histoire, la conspiration de Saint-Marc. Certains chroniqueurs, plus ou moins bien informés, ont voulu mêler Molière à cette affaire. Grimaret se contente de noter que le père de Jean-Baptiste, touché par l'âge, se fit remplacer par son fils dans la suite royale dont il devait faire partie à titre de tapissier. Il aurait en somme voulu le préparer à sa future charge. D'autres ont été jusqu'à imaginer que le valet de chambre, prénommé Jean-Baptiste, qui tenta de cacher le favori du roi, traqué par la police, n'était autre que Molière. La coïncidence est ici inattendue, ici ancienne, qu'on se demande bien pourquoi on serait allé l'inventer de toutes pièces. C'est ici que les choses se corsent. Il paraît qu'une troupe de comédiens accompagnait le roi, et dans cette troupe, une certaine Madeleine Béjart. De là à conclure que le jeune homme ne s'était soumis si facilement à la volonté paternelle que parce qu'il souhaitait rejoindre la personne de son cœur. Ainsi, le mythe de l'homme-théâtre s'enrichit d'une péripétie et d'un thème à forte charge symbolique qu'aucun document irréfutable ne vient ni confirmer ni contredire. Tout cela relève de la tradition orale. Et pourquoi celle-ci ne remonterait-elle pas à Molière lui-même? La famille des Béjart entre dans l'histoire de celui-ci pour changer sa vie en destin. On ne doute guère aujourd'hui que Jean-Baptiste l'ait connu de bonne heure, ni qu'il ait noué des liens avec ce clan de bohèmes fous de théâtre. Il a déjà décidé d'être comédien, et s'il est vrai qu'il se soit rendu à Narbonne, ce ne peut être que pour y rejoindre la belle rousse de 4 ans son aînée. Environ 9 mois après ce voyage naîtra une petite fille, la mystérieuse Menou, la trop célèbre Armande, en des circonstances propres à alimenter les controverses futures. Joseph Béjart, le père, était huissier des eaux et forêts à la table de marbre de Paris. Il se disait aussi écuyer et sieur de Belleville, ce qui, selon Antoine Adam, sont son comédien. Sa femme, Marie Hervé, lui avait donné au moins 10 enfants, dont 4 vivaient encore, sans compter cette Menou, dont on ne sait toujours pas à coup sûr si elle était la fille ou sœur de Madeleine. Madeleine était l'aînée. Joseph Béjart passe pour avoir été un mari falot. Marie Hervé gouvernant la maison d'une poigne de fer, pas trop regardante sur les moyens, soucieuse de bonne protection pour ses filles, maman sans défaut. À 18 ans, Madeleine s'était fait un nom au théâtre, avait obtenu son émancipation, acheté une maison rue de Torigny, trouvé enfin un protecteur glorieux en la personne de l'esprit de Raymond de Mormoiron, baron de Modène. Ce curieux personnage, né en 1608, fut page, puis chambellan de Gaston d'Orléans. Lors de la Fronde, il entra dans le parti du duc de Guise, où il se compromit à jamais. En compagnie du frère du roi, il complota, se débaucha. Les deux compères fréquentaient les comédiennes du théâtre du Marais, où Madeleine jouait de petits rôles après avoir acquis un certain renom en province. C'est ainsi qu'elle devint la maîtresse du comte de Modène, dont elle eut une fille, peut-être 2. Après la bataille de la Marfée, près de Sedan en 1641, qui consomma la déconfiture de Gaston d'Orléans, il se retira dans la région d'Avignon. Complètement ruiné, il fut hébergé par Madeleine, qui veilla sur lui jusqu'à sa mort, plus attachée à lui qu'à Molière, semble-t-il.
Pour l'heure, en 1642, elle avait rompu momentanément avec son protecteur et s'était amourachée de ce blanc-bec aux grandes dames de Marie Hervé. Alors, page 115, la vie de la balle. Alors c'était justement pas un enfant de la balle, Molière, hein, puisque son père était tapissier du roi. Hein. Alors, page 115. La vie de Tournai n'a pas que des charmes, on le sait bien. Les déplacements sont toute une histoire. Il y a le voiturier avec qui on passe contrat, les chariots sur lesquels s'entassent coffres, hardes, toiles et châssis, les femmes et la marmaille jusqu'au au sommet de ce bric-à-brac. Quand on joue pour un grand ou pour les États, ils assurent le transport des personnes et du matériel. Les femmes ont parfois droit à un carrosse, c'est la grande vie. Les jeunes premiers, Lagrange et la Tourilière, sont sur le tarf, bons cavaliers, jouent les mousquetaires et galopent en avant afin de tout préparer. On joue dans des lieux de fortune. Aucune ville de province ne possède de vrais théâtres. On utilise un jeu de paume comme à Agen, un salon de l'Hôtel-Dieu comme à Vienne, la salle haute de l'Hôtel de Ville à Agen encore, les places publiques à la belle saison. Chez les grands, on joue dans la salle des gardes, s'il y en a une. Sinon, on se contente d'une chambre. Les tapissiers, des paquets de chandelles, des tapisseries, des paquets de chandelles, des sièges, meubles de la scène improvisés. Entre des corps de théâtre et des corps de la vie, la différence n'est pas nette. Les somptuosités théâtrales éclatent surtout dans la garde-robe des acteurs. Cosnac dit que la troupe de Molière surpassa celle de Cormier, soit par la bonté des acteurs, soit par la magnificence des costumes. Il semble mettre sur le même plan le talent des comédiens helléniques. Alors, page 123, Armande. Armande Béjart, fille, on pense, de Madeleine Béjart. La période qui va de l'été 1653 au début 1655 est aussi riche en faits d'intérêt que sa chronologie est imprécise. Molière séjourne alors principalement à Lyon en 1652. Il avait fait à Paris un voyage qui a suscité bien des commentaires. On a supposé qu'il était venu régler les dettes de l'illustre théâtre. Seule cette libération lui aurait donné le droit de prendre la direction de la troupe. Simple hypothèse. Revenu à Lyon, il tomba sur la parade d'un opérateur italien, Giacomo de Gorla. Sur le tréteau, une éblouissante créature funambule et danseuse se livrait à des exercices pleins de difficultés et de grâce. Dans ses cabrioles, écrit un contemporain, on voyait ses jambes et partie de ses cuisses, par le moyen d'une jupe fendue des deux côtés, avec des bas de soie attachés au haut d'une petite culotte. Engagée sur le champ, l'acrobate, aux allures de vamp, la belle marquise de Gorla, fille du charlatan, devint la Duparc en épousant René Berlot, dit Gros René, qui faisait déjà partie de la troupe. Elle y rejoignit Catherine Leclerc, dite la Brie, de Brie, engagée dès 1650 et devenue femme d'Aime de Vilquin, dit de Brie. Désormais, et pour longtemps, Madame Béjart, marquise du Parc, et Catherine de Brie se partagèrent des rôles, vedettes féminins, en se partageant plus ou moins aussi les faveurs du patron. Jusqu'au jour où une certaine Menou, que l'on n'avait pas vu grandir, devenue Armande, leur souffla les uns et les autres. Alors, page 137, Monsieur frère du roi. Page 137. Alors c'est là, d'accord. Depuis le mois de mai, il savait qu'il passerait l'hiver à Paris. Grâce à Madeleine, le bail avec le théâtre du Marais était prêt. Jean-Baptiste faisait jouer ses relations. Son vieil ami Tristan l'Hermite, Lamotte le Vaillé, nommé récemment précepteur du Dauphin, peut-être aussi Cosnac, en souvenir de Pézenas. À chaque voyage, Poquelin, père, autorisait Madeleine à loger chez lui. Plus question de brouille entre eux. Alors survint l'heureuse nouvelle. Monsieur, frère du roi, prenait la troupe
sous sa protection. Il promettait même une pension de 300 livres, qu'il ne paiera jamais. Hein. On avait à peine eu le temps de se faire à cette nouvelle qu'une autre arriva. Monsieur avait convaincu le roi, son frère, de faire débuter ses nouveaux protégés au Louvre. Ces débuts mémorables eurent lieu le 24 octobre dans la salle des gardes aux salles des Cariatides. De nos jours, la Vénus de Milo y est exposée. Ceux qui aiment le théâtre éprouvent chaque fois à évoquer cette soirée un peu de frémissement qui s'empare de la troupe à l'approche du grand jour. C'est un peu le théâtre qui lui-même qui commence là. Le surintendant des menus plaisirs et son garde-meuble avaient monté un théâtre provisoire selon les règles de l'époque. Enfin, la troupe de Molière fit ses débuts, devant leur majesté et toute la cour. Lagrange, qui n'en était pas, nous a tout raconté. Le roi, en premier rang, entouré de monsieur et des deux reines, les courtisans derrière lui, et debout contre le mur du fond, le petit monde en émoi de l'hôtel de Bourgogne. Ces messieurs-dames, les grands comédiens venus savourer l'échec probable de leurs petits camarades. Nicomède laissa de glace le roi et avec lui bien sûr la cour. Molière alors supplia le monarque d'avoir pour agréable qu'il lui donnât un de ces petits divertissements qui lui avaient acquis quelque réputation et dont il régalait les provinces. Molière n'avait pu faire autrement que jouer une tragédie en premier. Sur ce terrain-là, il se savait battu d'avance. Était-il décidé dès le commencement à finir par une de ces farces que l'hôtel de Bourgogne avait depuis longtemps rayées de ses affiches rouges? Ou bien, après l'accueil glacial réservé à Nicomède, poussé peut-être par ses camarades, dont Dufresne, a-t-il voulu jouer son va-tout et forcer la faveur royale par ce petit divertissement? Bien enlevée par son chef, la troupe se donna à fond et joua la farce du docteur amoureux, comme au beau jour de Pézenas. Chaque pirouette était saluée d'un rire. Molière croyait même distinguer celui de Louis XIV qui se déboutonnait de plus en plus sous l'œil éberlu de monsieur. À peine lancé le dernier lazi, les bravos crépitèrent, le brouhaha monta, c'était un triomphe. Même les Italiens n'avaient pas remporté un tel succès de rire depuis longtemps. La troupe devint donc célèbre du jour au lendemain, mais aussi elle était marquée pour longtemps. Molière lui-même s'était fait petit devant l'hôtel de Bourgogne, parlant au roi de ses excellents originaux qui n'étaient que de très faibles copies. Il avait proclamé d'avance la supériorité de l'hôtel, du moins dans le genre élevé, allant au devant des critiques comme Chaplin qui devait parler de sa scurrilité, évoquant par ce vieux mot son sens immodéré de la farce. Le roi signifia sur le champ sa faveur en donnant aux nouveaux venus la jouissance du théâtre du Petit Bourbon. Il ne restait plus qu'à résilier le bail de Marais. Jean-Baptiste et les Béjart étaient les seuls survivants de la déconfiture de l'illustre théâtre. Pour eux, quelle belle revanche. Voilà, parce qu'ils avaient vécu déjà des galères. Hein. Voilà, donc page 197, l'école des femmes. 197. 197. C'était sa 8e pièce, sa 7e comédie, sa première grande comédie en 5 actes et en vers. L'étourdi et le dépit amoureux n'ayant guère été que des adaptations, le succès fut immédiat. Les 10 premières représentations rapportèrent 11 000 livres, soit près du double des Précieuses ridicules et de l'École des maris. La pièce tint seule l'affiche jusqu'au relâche de Pâques, le 9 mars. Seul Tartuffe devait dépasser ce succès dû à la perfection du jeu comique de Molière et de ses compagnons. On admira particulièrement Molière dans le rôle d'Arnolphe, qu'il tournait résolument vers le comique grimaçant, et Catherine Debray, qui à 33 ans jouait Agnès avec un tel brio que le public la réclamait encore à plus de 60 ans. Mais sans toutefois s'en rendre compte, c'est avant tout le génie comique de l'auteur que le public consacrait par ses rires et par ses brouhahas. Des comédies de Molière, l'école des femmes est celle dont les sources sont les plus diverses et les moins discutables.
mais elle concerne si peu le fondement de la comédie que, loin de diminuer l'originalité de Molière, elle la met en valeur. La source directe est la précaution inutile que Scarron a traduite d'une nouvelle espagnole. On y voit un mari jaloux et déjà trompé, élevé pour son usage l'enfant de sa belle infidèle. Il épouse la jeune fille qui accueille le premier galant venu et, au retour du mari, met ingénieusement celui-ci dans la confidence. Quant à l'idée du galant qui se confie involontairement au mari, elle vient, semble-t-il, d'une des nuits facétieuses recueils de contes du seigneur Straparole, traduit de l'italien. C'est beaucoup en apparence. En fait, c'est peu. Car la trouvaille géniale de Molière, le principe de cristallisation du sujet, c'est la rencontre de ces deux thèmes que vient d'élargir et enrichir un troisième. La puissance illuminatrice de l'amour, dont on trouvera encore des précédents chez Lope de Vega et chez d'autres. Benedetto Croce a d'ailleurs fait une découverte qui relie le premier grand chef-d'œuvre de Molière au fond universel et inconscient du rire humain. Il s'agit d'un canevas qui appartient au répertoire ancestral de la Commedia dell'arte, combinant les deux thèmes principaux de l'école des femmes sans qu'on puisse soupçonner l'auteur du canevas et Molière de s'être copiés l'un et l'autre. La situation de l'école des femmes correspond donc à un archétype dont le génie de Molière a su dégager la théâtralité. La pièce trouve le principe de sa genèse dans son théâtre même. De la réussite et des insuffisances de l'école des maris jaillit une idée qui prend Molière au dépourvu. L'école des maris, voilà la véritable source de l'école des femmes. Il y a un type de problème, de situation, de personnages communs aux deux écoles. Pièce qui se suffit à elle-même à mi-chemin entre la farce et la comédie. L'école des maris n'en apparaît pas moins comme l'esquisse nécessaire de l'éclosion de la première grande comédie de Molière. Voilà, donc page 276, Tartuffe. 276. Donc je ne vous ai pas lu toutes les prémices de chaque pièce, hein. C'est simplement une évocation, parce que c'est une grande somme, l'œuvre de Molière. Hein. Donc je l'ai dans des livres de collection, là, mais c'est magnifique à lire, hein. C'est sublime. Et puis surtout à voir sur scène, quoi, hein. Ce sont des pièces donc de théâtre. Donc on a dit Tartuffe. Dans les mois qui suivirent, la troupe créa Amphitryon, Georges Dandin, l'avare. Les ennuis de toutes sortes n'entravaient guère l'activité créatrice de Molière. Dès le 28 novembre, Tartuffe commença à ressortir de la clandestinité. 2 représentations eurent lieu à Paris et à Chantilly pour le prince de Condé, toujours lui. Les grands se disputaient la pièce maudite et légendaire. Il semble même que Molière assurait à présent de jouer officiellement à plus ou moins brève échéance et d'éviter de la galvauder dans un trop grand nombre de représentations privées moins avantageuses que les autres. Il n'en fallait pas douter, les choses bougeaient. Le roi avait réussi à persuader l'archevêque de lever son interdiction. Surtout, les rangs ennemis se clairsemaient à vue d'œil. Les animateurs de la fameuse confrérie, interdite depuis 1666, disparaissaient les uns après les autres dans la trappe. Anne d'Autriche et le prince de Conti tombèrent la même année, celui-ci juste avant l'apparition de son traité de la comédie des spectacles, selon la tradition de l'Église, où, entre autres platitudes, il s'en prenait violemment à son ancien protégé à propos de l'école des femmes et de Don Juan, sans mentionner l'imposteur. Enfin, l'imposteur, c'est Tartuffe. Enfin, le 1er janvier 1669, le pape Clément IX fit remettre solennellement à Louis XIV, par son légat, un bref qui décrétait la paix de l'Église. Une médaille commémora l'événement qui mettait fin, au moins officiellement, à la querelle entre le pape et Rome et le roi de France, touchant principalement le problème janséniste. Faut-il voir un lien entre cette paix et le fait que Molière mit 5 jours plus tard Tartuffe à l'affiche avec l'approbation du roi? Mikhail Bulgakov a posé la question pertinente. Qui
expliquera pourquoi une pièce qui n'avait pu être représentée en 1664 et 67 put l'être en 1669. Il est vrai. Voilà, donc page 303, Don Juan. Alors, il y a lieu de croire que le projet de Don Juan s'est mis à germer dès le lendemain de l'interdiction de Tartuffe. Depuis, Molière est entièrement immergé dans l'affaire. En lui, ni l'acteur ni le dramaturge n'échappent à celle-ci. Il ne cesse de compléter, de remanier Tartuffe. Il travaille aussi déjà au Misanthrope, dont il lit le premier acte à Boileau en ce même mois de juillet 1664. Perfectionniste, Molière aime le travail bien fait et n'en finit pas de reprendre ses ouvrages. Il souffre de travailler dans la hâte, comme ça lui arrivera trop souvent. Je ne suis pas au nombre de ces esprits sublimes dont vous parlez, dit-il un jour à Boileau. Mais tel que je suis, je n'ai jamais rien fait en ma vie dont je sois véritablement content. Voici donc une constatation surprenante. Par suite des circonstances, Molière a plus ou moins mené de front 3 projets. L'imposteur ne le quitte plus. Mais déjà, il lui oppose Alceste, qu'il voit sortir vaincu d'un monde où Tartuffe triomphe. Mais l'auteur sait-il vraiment tout cela d'avance? Connaît-il déjà l'issue du combat? Or, voilà qu'un troisième personnage surgit au détour de la querelle. L'attaque du curé Roulet a atteint Molière de plein fouet. Quelques jours après la publication du Factum clérical, il en reprend les termes exacts dans son premier placet. « Je suis un démon vêtu de chair et habillé en homme, un libertin, un impie, digne d'un supplice exemplaire. » Par un simple dérapage comique du vocabulaire, il anticipe sur le portrait de Don Juan par Sganarelle. Un diable, un turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel, ni saint, ni Dieu, ni loup-garou, un pourceau d'Épicure, un vrai sardanapale. Athée et jouisseur, le personnage de libertin entre en scène. Il vient des confins de la vie et de la littérature. Avant même de l'emprunter à Terzo de Molina, ou plutôt à ses imitateurs italiens et français, Molière l'a vu se profiler à l'arrière-plan de l'affaire Tartuffe, comme il avait vu celui-ci se dessiner à l'arrière-plan de la querelle de l'école des femmes. L'étrange entreprise n'en finit pas de croiser avec la vie. Voilà, donc page 324, le Misanthrope. 24. En dehors des comédies galantes, le Misanthrope est la seule pièce où Molière prenne au sérieux l'amour entre un homme et une femme, au point d'en faire le nœud de l'action. Il n'est d'ailleurs pas sans signification que des scènes entières du Misanthrope soient rescapées de Don Garci et de Navarre. La manière dont Molière traite le conflit amoureux entre cet homme et cette femme apparente plus le Misanthrope à une comédie de Marivaux ou de Musset, voire au meilleur théâtre de boulevard qu'à une tragédie de Racine. Au premier abord, le Misanthrope apparaît comme un prolongement et un approfondissement de la situation du fâcheux. Alceste a rendez-vous avec Célimène comme Argaste avec Orphise. Le salon de Célimène joue le même rôle que la croisée du parc, ce carrefour des rencontres manquées. La situation d'Alceste ne diffère guère de celle d'un fâcheux parmi les fâcheux, d'un marquis parmi d'autres, à ceci près que l'enjeu de la partie est vital, question de vie ou de mort, apogée ou en passe de la comédie. Et je ne viens ici qu'à dessein de lui dire tout ce que là-dessus ma passion m'inspire. D'acte en acte, la situation se reproduit à l'identique, et comme Dandin après lui, et à l'opposé de Scapin, Alceste doit avouer pour finir que les dieux sont contre lui. Il semble que le sort, quel que soit que je prenne, est juré d'empêcher que je vous entretienne. Voilà. Donc on passe à Mauriac, bizarrement, hein. Page 339. Page 339. François Mauriac.
Alors, du vivant de Molière, ses proches ont cru le reconnaître en Alceste et Armand dans Célimène. Lagrange précise 10 ans après la mort de son patron, on peut dire qu'il a joué tout le monde puisqu'il s'est joué le premier en plusieurs endroits sur des affaires de sa famille et qui regardait ce qui se passait dans son domestique. On a vite fait de passer d'une telle vue des choses à une interprétation exclusivement réaliste de la pièce, au risque de réduire celle-ci à un tableau de famille avec passage aux aveux. Tel est justement le piège que nous tend Molière. Les critiques se contentent trop souvent soit de récuser toute interprétation subjectiviste, soit de tout ramener à l'opposé à une dramatisation de la vie privée et sociale. Toute entreprise réductrice vient pourtant buter sur une évidence que François Mauriac a formulée mieux que quiconque. Le misanthrope, si vanté, réduit à lui-même, ne serait pas le chef-d'œuvre qu'il est si, après 300 ans, une nappe de douleur ne l'alimentait, et si nous en avions conscience à chaque instant. Alceste paraît sur un fond d'antinomie qui alimente la critique depuis des décennies. Il est ridicule et émouvant, sincère et imposteur. Il a raison et tort en même temps. Il est Molière et son contraire. Ainsi l'a voulu Molière. Au travers de ces contradictions, on peut mettre en doute sa souffrance. On ne peut mettre en doute sa souffrance ni que celle-ci rejoigne la souffrance de Molière. Idée commune aux meilleurs exégètes, Jacopo Ramon Fernandez, Jacques Guicharneau, Gérard Defoe. La vie douloureuse de Molière joue un rôle capital dans la genèse de son œuvre. Alors, page 362, Le médecin malgré lui. 362. Jusqu'à sa mort, il jouera l'école des maris, l'amour au médecin, le médecin malgré lui, le mariage forcé. Surtout le cocu imaginaire, auquel il manifeste une étonnante fidélité, parti pour plaire à son public, parti pour des raisons plus obscures. Mais c'en est fini de toute tentative d'engager Sganarelle en de nouvelles aventures. Il le quitte sans lui avoir conféré le sacre qu'il réserve aux autres bouffons. Scapin. Un autre bouffon, Scapin. Depuis sa naissance incertaine au cours des randonnées provinciales avec son patronyme à l'italienne, inconnu pourtant au bataillon de la Commedia dell'arte, Sganarelle a fait 6 apparitions en 6 ans. Il occupa en force les années Tartuffe, 1664-67, au cours des 3 années qui se séparaient de sa précédente incarnation dans l'école des maris. Il avait troqué le satin rouge du cocu pour la serge jaune et verte du fagotier, costume de perroquet dans lequel Simonin le représenta vers 1566, saluant un public invisible. Molière s'était accoutumé à endosser régulièrement ce rôle, à porter ce masque dont il avait emprunté le teint blême et la moustache à la scaramouche. Les aventures de Sganarelle avaient commencé à se constituer en cycle. Leur protagoniste, double ambigu de l'acteur-auteur, disparaissait avant d'être parvenu au type à l'italienne. Déjà le bourgeois perçait sous Sganarelle, et la mime pellicule du masque ne résistait guère à la poussée. Le petit homme absurde devenait trop fort pour la farce. Hors de celle-ci, pas de salut pour Sganarelle. Depuis des années, il servait de savoir-faire aux grands masques de la tradition burlesque, les pédants et les médecins auxquels, depuis le lointain brouillon du médecin volant, son sort paraît lié. Éternel dupe des fourbes en tout genre, il se livrait au prestige nouveau de la comédie-ballet. Foyer de la fête royale sur ses entrefaits, Don Juan lui avait procuré son plus grand rôle, en même temps qu'une étonnante mutation dans son personnage. Lui, le bourgeois, il était sacré bouffon, et devenant valet entraîné par son seigneur et maître d'aventure en aventure, de conquête en conquête, de défi en défi. Quant avec le médecin malgré lui, il retrouva la farce, son seul royaume, il parut revenu de tout. Ce Sganarelle-là ne doit rien ni à l'Espagne ni à l'Italie. Comme le clown anglais, c'est un paysan rustre de Fabliaux, fils de Rabelais, frère de Gros Guillaume, joyeux drille et cabot
insolent, cynique et gouailleur, amateur de bonne chair, bon vin, beau téton et beaux écus sonnants. Plus rien de subversif en lui, même la satire des médecins perd avec lui sa virulence. À peine un trait comme celui-ci, ici, on peut gâter un homme sans qu'il n'en coûte rien. Tout à fait à l'aise avec ce fantoche, Molière se tient quitte envers lui. Il prend congé. Une grosse blague de la carogne préfigure même le destin du pitre. Mon pauvre mari, faut-il que tu te laisses mourir en présence de tant de gens? Prémonitoire. Alors, 384 là-bas. Entre le 31 août et le 31 décembre, date de cette double opération exactement le 9 septembre, l'Avare fut créé au théâtre du Palais Royal. En souvenir des débuts difficiles, la renommée eut vite fait de reconnaître Jean de Poquelin en Harpagon. On a depuis longtemps fait justice de cet amalgame. Loin d'accuser son père de ladrerie, Jean-Baptiste n'avait jamais oublié que le brave homme avait passé outre à son immense déception au moment où son gars faisait le choix qu'on sait. On a calculé que le prétendu Harpagon avait alors remis à son fils la somme de 1930 livres, tout compris, grâce à laquelle l'entêté avait pu suivre sa lubie. Et voilà qu'ayant déjà mis l'avare en répétition, Jean-Baptiste usait d'une ruse délicate pour avancer au vieillard la somme dont il avait besoin. Pas plus que le geste de son père, il n'avait oublié le supplice de l'argent réservé à ceux qui tentent l'aventure théâtrale. André-Antoine a parlé du martyre de l'argent, imposé à ceux qui avaient follement tentant de sortir des sentiers battus. C'est bien toute son expérience de l'endettement, de l'usure que Molière a mise dans l'avare. Au temps de l'illustre théâtre, Marie et Hervé, Madeleine Béjart, Jean-Baptiste et ses camarades étaient vite devenus des proies des hommes d'affaires. À ses débuts, il a fait faillite. Pour une histoire de 2 rubans verts brodés d'or et d'argent, l'un en satin, l'autre en drap vert, donné en caution d'un prêt de 291 livres, une dame levée poursuivit Molière jusqu'à son retour de province. Une prêteuse à gages, Antoinette Simoni, avait assigné les commandiens et fait saisir les plus beaux costumes de la troupe après la dispersion de l'illustre théâtre en remboursement d'un prêt usuraire de 527 livres. Enfin, Molière avait été jeté en prison, rappelons-le, pour une note à payer de 155 livres. Il passa une partie de sa vie à payer les dettes de l'illustre théâtre. Alors, page 413, l'envoyé du Grand Turc, 413. Malgré une mise en garde d'Arvieux, on crut bon de recevoir l'envoyé du Grand Turc, selon l'étiquette orientale. De Lyon, ministre des Affaires étrangères, l'accueillit déguisé en vizir et couché sur une estrade camouflée en sofa. Sans aller aussi loin que lui dans la mascarade, Louis XIV prit néanmoins place sur le trône dans une tenue extraordinaire, revêtu de brocart d'or, mais tellement recouvert de diamants qu'il semblait environné de lumière, ayant aussi un chapeau tout brillant, avec un bouquet de plumes des plus magnifiques. La seigneurie fut un four. Une rumeur mal intentionnée prétendit que les Français prirent pour un grand personnage un fonctionnaire subalterne, ancien jardinier du sérail, avec lequel le sultan avait monté une farce propre à déconsidérer le roi Soleil. Suleiman Aga se fâcha quand celui-ci refusa de se lever pour recevoir le message de son maître. Il accepta de ne rien voir du faste ainsi étalé, osant soutenir que le cheval du sultan, lorsqu'il allait à la mosquée pour la prière de vendredi, était plus richement orné que le roi de France. Le quiproquo découvert, il fallut se débarrasser du farceur. Mais quand celui-ci prit discrètement congé de ses hôtes, le 30 mai 1670, ayant réussi à exaspérer tout le monde, la Turquie était à la mode. La comédie ballet du bourgeois gentilhomme trouve de là son origine. Il n'y a aucune raison de mettre en doute le récit qu'en fait Darvieux dans ses mémoires. Comme l'idée des Turcs que l'on venait de voir à Paris était toute récente, le roi crut qu'il serait bon de les faire apparaître sur la scène.
Sa Majesté m'ordonna de me joindre à M. Molière et Lully pour composer une pièce de théâtre où l'on put faire entrer quelque chose des habits et des manières des Turcs. Voilà, donc page 414, le bourgeois gentilhomme, du coup. Aux trois compères, le roi commanda donc une comédie-ballet dont il serait fait place à une turquerie. Darvieux était spécialiste. Lully avait déjà composé un ballet turc. Il leur restait à mettre Molière en courant. Je me rendis à cet effet au village d'Auteuil, où M. de Molière avait une maison très jolie, Darvieux. Les trois hommes travaillèrent tout l'été dans une ambiance de fête. Darvieux était intarissable sur les Turcs, leurs costumes. Lully mimait ses récits et Molière riait à gorge déployée. Il fut entendu très vite que Lully jouerait le rôle du moufti et animerait la cérémonie turque. Pour la création des comédies palais, la saison de chasse de Chambord concurrençait désormais le carnaval et la mascarade y devenait une tradition. Le travesti de Pourceaugnac faisait déjà date. Le bourgeois gentilhomme est une comédie bourgeoise en 5 actes dont les 2 derniers actes plongent dans le cérémonial burlesque de la turquerie. Le livret de 1670 témoigne pourtant qu'elle fut jouée en 3 actes à la création. Le mardi 14 octobre, la cour réclama la pièce à Chambord, les jeudis, lundis et mardis suivants, puis à Saint-Germain le 8 et 16 novembre, avant la reprise du Palais Royal, où les recettes passèrent tout de suite 1000 livres. On ne peut donc se fier à Grimaret quand il soutient que le bourgeois gentilhomme a commencé par déplaire. Ce fut au contraire un des plus incontestables succès de Molière. La troupe s'était déchaînée dans une atmosphère d'improvisation et de charivari contrôlée, maîtrisée, animée par la présence de Lully qui composa la musique, dirigea les musiciens, mena la sarabande turque autour du faux Mamamouchi, mettant le public en joie par ses gambades, ses grimaces, son filet de voix. La jovialité qu'on prête à M. Jourdan, sa face lunaire font oublier le portrait que trace de Molière à cette époque M. de Pourceaugnac et Élomire Hippocondre. Quel fut dans ce moment précis son état de santé? Je ne crois pas indispensable d'admettre avec Antoine Adam que Molière a prêté aux bourgeois sa fébrilité inquiète de grand malade. Avons plutôt notre ignorance. Donc, page 462, les femmes savantes. 462. Les femmes savantes. Les femmes savantes ne marquent pas seulement le retour de Molière à la grande comédie en 5 actes et en vers, malgré tout l'intérêt qu'il porte depuis 1667 à la théâtralisation du monde par le comédie-ballet, il n'a pas renoncé, en voilà la preuve, à la comédie psychologique et morale. La comédie n'a pas de plus haute fonction pour lui que de censurer les mœurs, les vices et les ridicules du temps. C'est par là qu'elle règne. Il en demeure le maître, et prouve en écrivant sur le tard la plus régulière de ses comédies. Seulement voilà, aucun moliériste n'a jamais placé les femmes savantes au sommet d'une œuvre où son auteur rêvait sans doute qu'elle prit place d'emblée en cette fin de partie, dont il sentait le dénouement proche. C'est la comédie mal aimée de Molière. Un charisme lui manque. Il a en tout cas les femmes contre elle. Celles-ci comprennent mal que l'auteur, qui en 1662 faisait preuve d'une telle compréhension à leur égard dans l'école des femmes, en soit venu 10 ans plus tard aux outrances réactionnaires des femmes savantes. Même la plus fameuse juste mesure du raisonneur est ici prise en défaut. On n'a pas le choix. Il n'y a personne à approuver clairement ni la moindre raison de choisir entre la vulgaire suffisance de Chrysale. Il n'y a pas bien honnête et pour beaucoup de causes qu'une femme étudie et sache tant de choses, faire aller son ménage, avoir l'œil sur ses gens et régler la dépense avec économie, doit être son étude et sa philosophie. Et la fausse modération de Clitandre. Je conçois qu'une femme ait des clartés de tout,
mais je ne lui veux point la passion choquante de se rendre savante afin d'être savante. Voilà. Donc c'est l'interrogation de femme savante. Ensuite, page 486, le malade imaginaire. 86. Alors, les femmes savantes, c'est une pièce de son temps, hein. Donc c'est difficile de la juger aujourd'hui avec notre œil contemporain, quoi. Alors, page 86. Donc le malade imaginaire n'est d'après tout qu'une comédie-ballet en 3 actes. La dernière pièce de Molière a toujours les apparences d'une pièce secondaire. Il a bâti son intrigue à peu de frais, se contentant de reprendre un schème qui lui a déjà beaucoup servi, commun aux grandes comédies et aux farces. Un père veut marier sa fille contre son gré à l'homme qui flatte son idée fixe ou son vice, un dévot, un gentilhomme, un médecin. Il reprend à peine retouchées des scènes entières de pièces antérieures. Et la cérémonie finale répète, sous une autre forme, la cérémonie turque du bourgeois gentilhomme. Jeu de tréteaux, jeu de masques, le carnaval autorise cela. Sur le point de prendre congé, Molière retrouve Tabarin, Diafoirus, Porgon, Florent. Les noms aussi sentent lavement. On voit bien que vous avez coutume de ne parler qu'à l'écu, disait Bellerade à Florent dans la première version. Mais Molière élève la tabarinade au niveau du grand art. La dernière pièce est la première à atteindre la grande comédie au cœur de la farce, et, plus rare encore, la farce au cœur de la grande comédie. En voyant le malade imaginaire, on n'éprouve jamais le sentiment d'académisme inhérent aux femmes savantes. Le rire des bouffons y dévale en torrent. Après l'école des femmes, la comédie molièresque avait quitté la place publique pour se calfatrer dans les huis clos de la maison bourgeoise où Tartuffe traque Elmire et Trissotin Henriette. À partir de 1668, la comédie-ballet change le monde en théâtre, ouvre le mur du fond sur les délices de la fête et les délires de l'imaginaire. Or, voici que le malade imaginaire remonte à la parade originelle. Argan se pelotonne dans son fauteuil comme au bas-ventre de Madame. Le tréteau est à la fois son berceau et sa tombe. Alors, justement, page 495, la 4e représentation. La fameuse 4e représentation. La dernière, pour Molière. On était donc au matin du vendredi 17 février 1673, jour anniversaire de la mort de Madeleine. On avait joué 3 fois le malade imaginaire depuis une semaine. Les recettes étaient excellentes, 1992 livres le 10, 1459 le 12, 1879 le 14. À n'en pas douter, c'était un succès. Dans l'intervalle, Molière avait aussi joué Sganarelle dans l'école des maris et dans le coquille imaginaire. Le mercredi et le jeudi étaient réservés aux Italiens. Molière avait donc pu garder la chambre. Or, malgré ces 2 jours de repos, son état avait empiré. Baron était venu aux nouvelles. Il fut accueilli par 2 religieuses du couvent de Sainte-Claire d'Annecy, venues selon la coutume, qui étaient pour le carême à Paris, et comme leur couvent était éloigné, elles logeaient dans la maison de la rue de Richelieu. Armande apprit à Baron que le patron n'était pas bien du tout. Il avait même renoncé à l'accompagner à l'église Saint-Germain d'Auxerrois pour la messe anniversaire de la mort de Madeleine. Le patron les réclama tous les 2. Il leur tint un discours amer, quasi désespéré. Tant que ma vie a été mêlée également de douleur et de plaisir, je me suis cru heureux, mais aujourd'hui, je suis accablé de peine sans pouvoir compter sur aucun moment de satisfaction et de douceur. Je vois bien qu'il me faut quitter la partie. Je ne puis plus tenir contre les douleurs et les déplaisirs qui ne me donnent pas un instant de relâche. Il se tut et parut réfléchir. Puis, il ajouta, gardant les yeux clos, « Mais qu'un homme souffre avant de mourir. Cependant, je sens bien que je finis. » Une larme roula sur sa joue. Baron vit qu'Armande était bouleversé, et il en fut ému lui-même. Voyant Molière dans cet état, il le supplia de renoncer à jouer ce jour-là. Il leur répondit « Comment voulez-vous que je fasse? Il y a 50
pauvres ouvriers qui n'ont que la journée pour vivre, que feront-ils si l'on ne joue pas? Je me reprocherais d'avoir négligé de leur donner du pain un seul jour, je le pouvant faire absolument. C'est alors, n'en déplaise à Baron, qu'il fit venir Lagrange, auquel il demanda de lever le rideau à 4 heures précises. Faute de quoi, il ne serait pas en mesure de jouer et il faudrait rembourser le public. Les retards étaient en effet fréquents et disproportionnés. Ce jour-là, la toile était levée et les lustres allumés quand Molière arriva. Et la 4e représentation du malade imaginaire commença, en présence du prince de Condé toujours fidèle. Elle se déroula à peu près normalement. Molière eut pourtant quelque mal à jouer jusqu'au bout. Au moment où il lança la réplique, « Il n'y a pas quelque danger à contrefaire la mort ?» Lagrange en costume de Cléante et Baron, qui ne jouait pas se jeter un regard en coulisses. En prononçant le 3e jureau de la cérémonie finale, le comédien fut pris d'une convulsion qu'il réussit à transformer en grimace comique, sentant que le public avait remarqué son trouble. La sarabande des médecins allait néanmoins à son terme, comme à travers un voile. Molière voyait leurs ombres, grandis et déformés par les lumières de la rampe, danser sur les châssis du décor, comme des oiseaux de mauvais augure. Grimaçant, roulant les yeux, expectorant son latin maraconique, il était en transe et martelait les bras de son fauteuil en scandant « Cliterium donare, postea segare, ensuita purgare ». Quelques minutes plus tard, au moment où il prononçait les premiers vers du Baccalarius, grandes doctores doctrinae de la rhubarbe et du séné. Il vomit un flot de sang. Il y eut un brouhaha dans la salle. « Rideau !» hurla Lagrange, tandis que Baron se précipitait. Molière s'enveloppa dans une robe de chambre et gagna la loge de Baron, soutenu par 2 des siens. Il était blanc comme un âge, il frissonnait. « J'ai un froid qui me tue !» murmura-t-il. Baron lui mit les mains dans son propre manteau pour les réchauffer. Le prince était parti après avoir fait prendre de ses nouvelles. Il fallait faire vite. La nuit était tombée depuis longtemps. Des flambeaux accompagnèrent la course de la chaise qui portait Molière dans un réseau de rues étroites entre le théâtre du Palais Royal et la rue de Richelieu, de l'autre côté des jardins que hantaient encore par petits groupes les masques du carnaval. Installé dans sa chambre, il refusa le bouillon fort que sa femme tenait toujours prêt et réclama à la Forest un morceau de fromage de parmesan qu'il mangea avec un peu de pain. Ensuite, on le mit au lit. Armande lui posa la tête sur un oreiller rempli d'une drogue somnifère. De nouveau, le sang jaillit de sa bouche. Voilà, c'est la fin de Molière, quoi. Page 499, le départ. Par la faute des curés, il est mort, hein, Molière était mort, sans confession, et sans avoir abjuré sa profession de comédien. Le curé de Saint-Eustache se saisit de ce prétexte pour refuser de l'inhumer en Terre Sainte. Après les médecins, les dévots se vengeaient. Armande se démena avec l'aide du frère François Loiseau, curé d'Auteuil, un peu janséniste, qui s'était lié d'amitié avec Molière à l'époque où celui-ci résidait au village. Il accompagna Armande, d'abord chez Harlet de Champvallon, archevêque de Paris, puis, devant sa mauvaise volonté, chez le roi en personne qui fit dire au prélat d'éviter l'éclat et le scandale. Puisque la terre consacrée s'étendait jusqu'à 4 pieds de profondeur, on creuserait jusqu'à 5 pieds pour Molière, et le tour serait joué. Harlet de Champvallon se soumit alors à la mauvaise grâce du monde, avec la plus mauvaise grâce du monde. Il décréta que Molière serait inhumé de nuit, sans service solennel, et en dehors de la paroisse de Saint-Eustache. L'inhumation eut lieu quelques jours plus tard, le 21 février, à 9 h du soir. Il se produisit un incident bizarre. Une foule de 150 individus plutôt louches se rassembla devant la maison funèbre. Qui étaient ces gens? Il y eut des cris, des sifflets. Devant cette manifestation spontanée, quelqu'un suggéra à Armande de se montrer à la fenêtre, de dire aux manifestants le genre d'homme qui était en vérité Molière,
de distribuer un peu d'argent. Tout rentra dans l'ordre. À 9 heures, le cortège démarra. C'était très beau à cause des centaines de flambeaux portés par les assistants. La Gazette d'Amsterdam parla de 7 à 800 personnes, sans compter des centaines de pauvres qui s'étaient mêlés à elle. Dans la foule, on reconnaissait Pierre Mignard, Jean de La Fontaine, Boileau et Chapelle. Chacun portait un flambeau. Les amis de Molière étaient en larmes, et Chapelle, qui n'avait pas bu, était sur le point de défaillir. Précédant le cercueil, trois ecclésiastiques marchaient en silence. Porté par 4 prêtres, le cercueil était escorté par 6 enfants de chœur en bleu, portant d'énormes cierges dans des chandeliers d'argent. Surmonté de ces lumières tremblotantes, le cortège gagna le cimetière Saint-Joseph qui se trouvait à la hauteur des numéros 140-144 de la rue de Montmartre. À son passage, quelqu'un demanda qui était mort. Un virago qui répondit « Et c'est Molière !» À quoi un autre commère répliqua vertement de sa fenêtre « Comment malheureuse ! Il est bien, monsieur, pour toi. » Boileau était en train de trouver les premiers vers de son épître 7 qu'il cadençait au rythme de ses pas, avant qu'un peu de terre obtenue par prière pour jamais dans la tombe eût enfermé Molière. Voilà la fin de Molière. Donc la semaine prochaine, nous aurons affaire à l'autre Molière d'Ève de Castro. Très joli livre. Voilà, je vous le présenterai la semaine prochaine. N'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, d'acheter, ne serait-ce que pour 3,90 €, pas en numérique, le Sabre de Damas, qui existe aussi en papier bien sûr, chez Librinova, et puis sur tous les supports comme la FNAC ou autres. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous.